It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui dans Dialogue d'un livre que publie Mireille Garola et qui s'appelle « Changer de vie ». Entre parenthèses, professionnelle en milieu de carrière. Mireille, bonjour. Bonjour Valérie. Mireille, vous êtes conseil en ressources humaines, vous travaillez à la fois pour les entreprises et pour les particuliers et vous dirigez depuis plusieurs années Groupe 3C dont l'objet social est de travailler au repositionnement de cadres et de dirigeants. Et face à vous, et pour participer à notre entretien, Christiane Chevalier. Bonjour Christiane. Bonjour. Christiane, vous étiez directeur de l'une des délégations parisiennes d'un grand groupe bancaire et vous êtes aujourd'hui déléguée d'une association qui s'appelle Cédants et Repreneurs d'affaires, qu'on appellera CRA pour aller plus vite, et qui propose un accompagnement pour les personnes qui cèdent ou qui reprennent une entreprise. Allons-y, mesdames, et parlons de ce livre qui va sortir au mois de février dans le grand public et qui est aujourd'hui en cours d'impression. Et dans ce livre, vous rejoignez toutes les deux dans ce que j'ai appelé pour moi-même une sorte de philosophie qui est celle du maintien de l'emploi, de son emploi à soi. Quelles que soient les vicissitudes de la vie que l'on traverse. Donc voilà, je voudrais qu'on arrive tout de suite dans le vif du sujet. À qui s'adresse exactement votre livre ? Alors, mon livre, initialement, a été écrit pour une population que je connaissais bien à l'époque, qui était la population des quarantenaires, et pour être plus exact, des gens de 45 ans, qui se posaient des questions, étant donné la crise de l'emploi de 2009, ou qui a commencé en 2009 de façon sérieuse, de savoir comment ils allaient passer les dernières années de leur vie professionnelle avec un allongement de la vie de la retraite. Mmh. Et au fur et à mesure de mon exercice professionnel dans ma pratique d'aujourd'hui, qui est le repositionnement de carrière, je me suis aperçue que cette problématique que je pensais s'adressait uniquement aux quarantenaires ou aux gens entre 40 et 50, s'adressait de plus en plus à des gens de plus en plus tôt, à des trentenaires qui finalement se rendaient compte qu'ils s'étaient peut-être trompés ou fourvoyés dans le choix de la profession qu'ils avaient fait, ou à des gens qui arrivaient au moment de leur retraite et qui se disaient « Maintenant, je vais pouvoir enfin faire ce que je veux ». Donc ce livre s'adresse principalement aux gens de 45 ans, mais aussi à ceux de 30 de temps en temps et parfois à ceux de 60. Mais alors, il s'adresse aux gens qui ont un emploi, pas à ceux qui brusquement se retrouvent, qui ont dit « Écoutez, merci monsieur pour ces 25 ans passés en entreprise, mais la porte est là, au revoir ». Alors, j'ai des clients à qui on a dit ça au bout de 35 ou 36 ans, donc c'est encore pire qu'au bout de 25. Mais en fait, ce livre s'adresse à toute personne qui commence à se sentir mal à l'aise dans son emploi, ou qui est en train de négocier son licenciement, que ça soit de son fait ou pas, ou qui est déjà sorti et qui, entre guillemets, galère depuis un certain temps. Le but du jeu, c'est de leur donner les clés de ce que vous appeliez leur employabilité. D'accord. Alors, Christiane, votre association, elle s'adresse aussi un peu à ce public-là ? Alors, oui, tout à fait, Valérie. Je redis 2 mots sur le CRA. Allez-y. Le CRA est une association sans but lucratif qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant, et qui a donc pour mission de faciliter la transmission d'entreprises petites et moyennes, ce qui permet à la fois de sauvegarder et les emplois et les savoir-faire. Donc, effectivement, on s'adresse très souvent à une population du même type que celle que Mireille Garola évoquait. Et c'est d'ailleurs assez frappant. En moyenne, je dirais, nos futurs repreneurs ont 46 ans.
On est en plein... le mi-temps de la vie, c'est là où on est le plus dynamique. En fait. Sachant que les moins de 30 ans et les plus de 55 ans sont en augmentation, avec une moyenne qui est à peu près la même. Et je crois que c'est dû effectivement au fait que certains veulent se repositionner assez jeunes et que d'autres sont aujourd'hui confrontés à une absence d'emploi et une difficulté à retrouver un job salarié passé un certain âge, alors qu'avant, à 55 ans, bon an, mal an, ils arrivaient à l'âge de la retraite en bricolant un petit peu, ce qui aujourd'hui n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a, ça m'amène à ma deuxième question parce que il y a une dimension psychologique dans votre livre qui est assez importante. Alors, pour en parler un petit peu en détail, je suppose que la psychologie de celui qui est licencié n'est pas du tout celle de celui qui décide de lui-même de se repositionner, soit parce qu'il s'est trompé, soit parce qu'il sent un peu la société, parce que j'imagine aussi qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais tiens, il y a tel truc, tel machin qui se développe, je vais plutôt m'orienter vers ça parce que ça représente un plus dans ma carrière. » Et puis ceux qui se disent « Diable, je travaillais dans, j'en sais rien, les roulements à billes, et puis aujourd'hui, on fait des choses beaucoup plus performantes, il faut que je me repositionne. » Donc j'imagine que la psychologie de ces gens-là est complètement différente. Or, pourtant, je crois que vous arrivez à rassembler tout ce monde-là dans c'est le chapitre, c'est un peu dans la première partie, puis un peu dans la deuxième. Donc, expliquez-nous. Pour répondre à votre question, en fait, la psychologie immédiate de ce type de personnes ou ce type de personnes dans ces situations-là est effectivement excessivement différente au moment où ça arrive. C'est-à-dire que la personne qui se fait licencier a l'impression de prendre un énorme coup sur la tête, en général. Néanmoins, souvent, elle avait l'impression aussi qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et le coup sur la tête a un côté un peu soulagement parce que il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait venir et quand même l'inconnu est ce qui fait le plus peur. Donc ça, c'est j'ai peur, mais finalement, au moins c'est arrivé, donc je me sens moins mal, malgré tout ce que je vais pouvoir dire après. Et d'un autre côté, les personnes qui se disent « j'ai une belle situation » ou « c'est le moment de créer mon entreprise » ou « c'est le moment de reprendre » ou « c'est le moment de me poser des questions et de faire une formation autre, celle que j'ai toujours rêvé de faire », en fait, si au départ, ils quittent l'entreprise, même si c'est de leur fait dans l'euphorie, en fait, ils s'aperçoivent 3 ou 4 mois après, quelquefois même c'est des semaines, que n'étant plus dans le cocon de cette entreprise qu'ils trouvaient étouffante, qu'ils trouvaient plafond de verre, enfin tout ce qu'on veut, il y a tous les mots à la mode. En fait, quand on enlève cette protection et ce carcan, ils se retrouvent tout seuls. Et là, même s'ils étaient extrêmement sûrs de leur capacité, ils commencent à douter. Donc, dans l'un ou l'autre cas, la situation, au bout de quelques semaines, est la même, c'est-à-dire qu'ils quittent quelque chose qui avait des avantages et des inconvénients qui étaient protecteurs, rassurant, pour se retrouver dans quelque chose où tout d'un coup, les clés de leur avenir sont la clé de leur avenir est dans leurs mains et ils ne peuvent plus dire, et ça c'est extrêmement difficile, quel que soit le niveau de la personne qui est en face, c'est de la faute de l'autre. Ça devient leur totale responsabilité. D'où la dimension psychologique du livre. Alors comment est-ce que vous les aidez ? Comment, à travers les pages là qui vont être amenées à lire, est-ce que vous donnez des clés, des recettes, Je donne en fait une sorte de trame, de mode d'emploi qu'ils peuvent utiliser ou de choses qu'ils peuvent utiliser en fonction de ce qu'ils ont déjà fait, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait un cheminement personnel important, il y a des gens qui ont fait déjà un cheminement professionnel et qui ont déjà une bonne idée de là où ils veulent aller. Et donc c'est quelque chose où le livre s'adresse idéalement à quelqu'un qui dit « Je veux quitter une boîte où je ne me sens pas bien dans une boîte, je ne sais pas ce que je veux faire ». Alors, il y a plein de gens qui se retrouvent temporairement dans cette situation. Puis, il y a plein de gens qui ont déjà commencé à travailler sur ce schéma-là en disant « Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je rêve à ça ». Et en fonction de là où ils en sont, de leur cheminement, ils peuvent prendre le livre de façon complètement indépendante au fur et à mesure des chapitres, ou tout simplement le relire depuis le début, parce que je pense que, même si je l'ai écrit, il se lit relativement facilement, et essayer de vérifier s'il n'y a pas des bouts de choses qu'ils ont oubliés pour arriver à un continuum. Mon idée, c'est qu'ils n'aient pas ce sentiment d'abandon, de désespoir, de peur de l'inconnu et de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, même si j'ai connaissance de mes atouts, et de les emmener petit à petit vers
j'appelle ça un tuilage, où ils sortent d'une entreprise, où ils sortent de l'idée de « je suis dans une entreprise » à l'idée de « maintenant, je construis mon environnement professionnel autour de moi et pour moi », que ce soit dans le cadre d'une création d'entreprise, d'une reprise d'entreprise, de recherche de poste ou tout simplement de contrats, comme c'est très à la mode aujourd'hui, dans le genre management de transition, intérim et tout ce qu'on peut imaginer. Oui, c'est ça, durée déterminée pour Exactement. Une mission bien... L'idée, c'est que je pars du principe que s'ils savent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils veulent faire, et ce pourquoi ils sont légitimes, alors il y a plein de choses dans cette phrase-là, à ce moment-là, ils sont capables de construire un écosystème qui leur va. Et c'est ça... toute l'idée maîtresse de ce livre. D'accord. Alors, Christiane, est-ce que au CRA, on a aussi un petit peu, comme vous faites de l'accompagnement, est-ce qu'il y a une petite aussi dimension psychologique pour aider les gens? Oui, tout à fait. Si vous voulez, le CRA est constitué de bénévoles qui sont tous d'anciens chefs d'entreprise ou d'anciens cadres dirigeants, donc de personnes qui sont de plein pied, je dirais, avec cette population qu'on évoque, de cadres qui se retrouvent un petit peu en déshérence. Alors c'est vrai que dans ces cadres qui viennent nous voir, il y en a deux types. Il y a effectivement celui qui a fait partie d'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire qui se retrouve sans rien. Sans rien. Mot malheureux. Celui-là, il ne l'avait pas toujours anticipé et quelquefois, il a un peu de mal à nous expliquer qu'il est au chômage. Oui. Ça vient et là, on essaie de ramener les choses à leur juste proportion en lui disant, écoutez, tous ceux qu'on reçoit sont dans la même situation que vous. Donc, c'est pas une situation déshonorante, etc. Au contraire, c'est peut-être le moyen de refaire autre chose. Et puis, il y a ceux qui, eux, ont souhaité un départ négocié et qui viennent en disant, j'ai toujours rêvé de créer ma boîte, eh bien, j'en profite en ce moment. Enfin, de racheter une boîte, une entreprise, et qui en profite. Mais dans les deux cas, il y a cette dimension psychologique que vous évoquiez au départ, et je crois qu'on y reviendra peut-être un petit peu après. On commence en les recevant par essayer de savoir ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire quelles sont les capacités qu'ils ont acquises, surtout quand on veut reprendre une entreprise, il est un peu important de savoir si les gens ont fait un peu de management, s'ils ont fait du commercial, s'ils ont fait de la gestion. Enfin, ça me paraît être les trois piliers essentiels pour pouvoir reprendre une entreprise. S'ils ont une certaine aptitude à s'adapter, parce que ça, c'est encore plus fondamental. Quand vous sortez d'un grand groupe, que vous avez été cadre supérieur, souvent à l'étranger, on a dans nos populations 95% des gens qui viennent sont souvent des diplômés d'études supérieures, dont plus du tiers sont des ingénieurs. Beaucoup ont fait des carrières à l'étranger, ils sont souvent double diplômés, d'ailleurs français et étrangers. Ils ont fait des carrières à l'international et puis un beau jour, ils viennent en disant je veux reprendre une entreprise. Je dirais la moyenne de nos entreprises, c'est 1,8 million et 15 personnes. On n'est quand même plus du tout dans le même monde. Et plus du tout dans le même monde pour deux raisons. D'abord parce que évoluer dans un groupe, dans un grand groupe, c'est peut-être extrêmement pénalisant, mais quand on a 15 personnes, on est quand même plus que tout seul à la barre. Et puis là, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas reprendre n'importe quelle entreprise. Si on a fait sa carrière dans le bâtiment, puis qu'on dit je veux une entreprise qui fabrique des confitures, alors, ça va pas aller. Attention, les deux choses sont envisageables. Les deux choses sont envisageables. Chez nous, au CRA, on voit à la fois des gens qui disent « j'ai fait effectivement ma carrière dans l'aéronautique et je veux reprendre une société dans l'aéronautique », et puis ceux qui disent, et je pense à un militaire il y a quelque temps qui a repris une société qui n'avait rien à voir avec son passé, et qui à la limite effectivement achète une affaire qui fabrique des confitures et performe très très bien. Donc, alors, tout est possible. Tout est possible, sachant que le banquier qui finance à la fin, on aura l'occasion de revenir, est en général plus disposé à financer le repreneur s'il a déjà cette légitimité due à son activité antérieure que s'il découvre complètement l'activité. Bon, il y a d'autres facteurs qui interviennent, bien sûr. Mais donc, on travaille, je dirais, sur les mêmes populations
et dans la même optique un petit peu que Mireille Garola. Mireille, vous voulez réagir par rapport à ça? Je suppose que vous avez des gens qui arrivent et qui disent voilà, j'ai fait toute ma carrière dans l'armée française, je veux faire des confitures. En fait, cette population-là arrive directement chez Christiane. D'accord. Parce que cette population-là sait ce qu'elle veut. Et après, c'est une question de savoir, enfin, a l'impression qu'elle sait ce qu'elle veut, ou peut savoir ce qu'elle veut. Et elle se dit, j'ai besoin de moyens pour y arriver. La population qui arrive chez moi, elle est un tout petit peu en amont. Et c'est en général quelqu'un qui viendra me voir. Alors, je dis pas pour l'armée, parce que c'est peut-être un cas un peu particulier. Mais le cas classique, par exemple, que je vois très souvent arriver, c'est le directeur financier ou directeur général adjoint en charge des finances, de l'organisation, des ressources humaines et du juridique. Qui a servi 3-4 fois de fusible, par exemple, dans des entreprises où le président ou l'actionnaire se sont quand même servis de sa capacité de remettre les choses d'aplomb, d'être un peu dur avec les fournisseurs, de faire 1 ou 2 plans sociaux, etc. Puis à la fin, à chaque fois, on leur dit... on vous remercie, maintenant c'est en l'ordre. Donc on va prendre un jeune commercial ou on va nommer comme président un commercial et puis vous êtes un peu cher parce qu'il faut un seul salaire de ce niveau-là. Donc monsieur, merci. D'un autre côté, j'ai des directeurs généraux qui arrivent pour me voir ou des présidents qui me disent voilà, j'étais commercial, donc on m'a demandé d'implanter un fonds ou un actionnaire, une boîte étrangère m'a demandé d'implanter telle boîte sur ce nouveau marché. Je les ai créés, on a tout réussi à faire en 1 an et demi au lieu de 3. Et puis, au bout de 3 ans, ils ont mergé avec notre principal concurrent ou avec je sais pas quoi. Et donc, je me retrouve à la porte. Donc, chez moi, ils arrivent un peu en amont. Quand ils se retrouvent dans « j'ai fait ça, il n'y a plus de marché tout simplement parce que le marché s'est contracté ». Ça, c'est une première chose qu'on voit de plus en plus, avec une grosse accélération depuis 2008. Et puis, le deuxième cas dans lequel ils viennent, c'est quand ils disent, là, c'est un peu ce que mon cas du directeur financier, j'ai servi 3 fois de fusible, ça va, il y en a marre, on ne me fera plus faire ça, j'ai laissé trop de plumes et je ne suis pas prêt à jouer à ce jeu-là. Et quand ils arrivent dans l'un ou l'autre cas, ils arrivent avec une interrogation qui est, je connais la valeur de ce que j'ai fait. Néanmoins, pour autant, je n'ai plus envie de le faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, ils arrivent chez moi avant d'arriver au CRA parce que il faut qu'on travaille un petit peu sur la matière brute. C'est là la dimension psychologique qui peut effectivement se trouver dans les pages du livre. Christiane, oui. Oui, je réagis un petit peu sur ce que dit Mireille. Ceux qui arrivent chez nous ne savent pas automatiquement ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, beaucoup disent « je veux reprendre une entreprise, je veux être mon propre patron. » Ça, c'est clair. Je veux être mon propre patron. Je veux avoir le résultat de ce que j'ai fait. Je veux arrêter de faire des reportings qui servent à rien, de la politique des interne, qui ne sont jamais mises en application. Je veux être mon propre patron. Maintenant, savoir ce qu'ils veulent faire ou dans quel domaine, certains le savent. C'est, je dirais, plutôt une minorité. Pour d'autres, ça fait partie de la formation qu'on leur propose au départ, parce que quel que soit leur passé, on a évoqué des gens très diplômés, des gens qui avaient fait des belles carrières. Ces gens-là viennent avec beaucoup de modestie s'asseoir autour d'une table et on leur fait 3 semaines de formation pour leur déminer le terrain de la reprise d'entreprise. Reprendre une entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un véritable parcours du combattant, et il faut qu'ils sachent par où ils vont passer, quelles sont les étapes obligatoires, et cette formation, elle est à la fois technique, mais elle est beaucoup psychologique. Et très comportementale, oui. Absolument. Comment devez-vous vous comporter avec votre cédant lors d'un certain nombre de rendez-vous? Ayez bien en tête que c'est pas vous qui allez choisir l'entreprise que vous allez reprendre, que c'est le cédant qui va vous choisir, etc. Bon, il y a toute une grande partie psychologique. Et une fois encore, donc ces gens qui sont d'un très haut niveau professionnel viennent s'asseoir très modestement autour d'une table et quand ils sortent, ils disent bravo, si j'étais pas passé par là, j'aurais pas pu reprendre. Alors, ça m'amène à une autre question. C'est le connais-toi toi-même, en fait. C'est très platonicien, ma petite affaire, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bien sûr.
on est en plein dedans en fait. Donc c'est se connaître soi-même, savoir jusqu'où on peut aller trop loin, comme on dit. Est-ce que c'est bien la clé du succès? Est-ce que c'est bien à partir de ça qu'on va pouvoir opérer un tournant dans sa carrière professionnelle? Alors, ça, c'est la première partie de la question. Et puis la deuxième, c'est si c'est bien ça et qu'on a 55 ans, est-ce que c'est pas un peu tard, Mireille, à votre avis? Pas du tout. En fait, pour moi, c'est la clé, effectivement, parce que la personne qui se retrouve dans ce questionnement qui consiste à dire « je ne sais pas ce que je veux faire », c'est que quelque part, ce qu'elle a fait ne correspondait pas à ce qu'elle était. Et on est dans une phase où de plus en plus, on le voit même chez les jeunes, même sur les startups, les gens constatent la dureté du monde du travail. On n'est plus du tout dans la promesse des années post-guerre, des années 50, où il y avait une croissance qui tirait tout vers le haut. Exactement. Où il y avait une croissance, où il y avait quelque part un pacte implicite qui consistait à dire que si vous travailliez bien, si vous étiez honnête, si vous aviez des résultats et si vous tiriez les gens vers le haut, vous alliez monter vous aussi. Ce pacte-là n'existe plus depuis, je dirais, il a commencé à s'effriter en 91. Aujourd'hui, il n'existe plus du tout. Et donc les gens se disent, c'est très dur, je joue selon des règles qu'on m'a données, et j'ai l'impression que ces règles se retournent contre moi. Et donc, ils sont dans une complète recherche de sens. Et ils disent, je ne peux pas appliquer une règle si je n'y crois plus. Donc, tout le principe, pour les quarantenaires, mais malheureusement, ça commence probablement souvent beaucoup plus tôt, consiste à dire, ils sont prêts à s'investir, ils sont prêts à travailler beaucoup, mais il faut qu'ils comprennent la règle du jeu, qui n'est pas, en général, ou qui n'est plus celle qu'on leur avait donnée au départ, au moment de leur formation, de leurs études. Donc, pour pouvoir retrouver cet entrain, pour pouvoir retrouver cette motivation, pour pouvoir retrouver cette envie qui est nécessaire à toute dépense d'énergie, le connais-toi toi-même est important parce que, comme la règle générique n'existe plus, ça devient des règles particulières. Voilà, il faut se forger sa propre règle. Exactement. Il faut savoir ce qui est bon pour soi. Il y a des gens qui vont plutôt préférer telle chose, plutôt mettre en priorité telle autre valeur, ou plutôt mettre éventuellement c'est une valeur nécessité qui est j'ai une famille, j'ai 4 enfants, voilà, il faut que je m'en occupe, ou j'en ai 6 ou j'en ai 8. Les règles et les nécessités seront pas les mêmes que la personne qui n'en a pas, que la personne qui a des revenus, que la personne qui a des actifs. Évidemment. Et donc du coup on peut plus dire one size fits all. On va aller faire du sur-mesure. Alors, ça, c'est ma réponse à la première partie de la question. Pour la deuxième partie, nous allons marquer une petite pause, une petite respiration musicale. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais du travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait à chercher du travail. Qui maintenant m'attend et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend et m'attend et m'attendra longtemps. Je recherchais du travail, nul autre n'y croyait.
envie de retrouver. Il faisait. Je renonçais au travail, toujours plus seule j'étais. La 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 la. La 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 Alors Mireille, vous étiez en train de nous dire que vous n'avez donné que la première partie de la réponse, donc nous vous attendons pour la deuxième partie de ce connais-toi toi-même. Est-ce que donc on arrive à faire le point et puis on arrive à se dire bon alors allons-y. Alors ça c'est une réponse éminemment personnelle pour chaque individu. Individuel, voilà. Il y a des gens qui disent « je voudrais » et qui ont peur d'y aller. Et je respecte parfaitement parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas, des questions qu'on n'a pas envie de se poser. Et je dirais que quand tout ne dysfonctionne pas, c'est important de le dire dans ce sens-là, quand tout ne dysfonctionne pas ou quand on a des contraintes fortes, il est parfois très dangereux de vouloir tout remettre en cause. C'est-à-dire que le mieux peut être l'ennemi du bien. On rencontre la même chose, effectivement. Exactement. Une des premières questions qu'on pose à nos repreneurs, c'est quelle est sa situation familiale. Mais bien sûr. Et le type qui vous dit, voilà, j'ai 4 enfants, une épouse qui travaille pas une grande fortune, et j'envisage de demander une transaction pour quitter mon entreprise et reprendre une affaire. Il y a des moments où on essaie de l'en dissuader. En lui demandant est-ce qu'il a bien réfléchi à la question, sans compter que de temps en temps, certains repreneurs à qui on dit mais avez-vous parlé de votre projet à votre épouse, parce que c'est quand même quand on reprend une société un projet de couple, un projet de vie. C'est un vrai projet de vie. Moi j'ai entendu quelqu'un me répondre mais pourquoi je lui en parlerais, mon problème c'est pas le sien. Donc ça fait partie de ce questionnement en amont de quelqu'un qui se remet en cause à 45 ans ou à 40 ou à 55 pour changer de vie professionnelle. Alors, tout à l'heure, hors antenne, vous me disiez aussi qu'il y a des gens qui viennent vous voir au CRA en disant, voilà, je voudrais reprendre une entreprise, et que vous dissuadez parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça. Alors, dans l'entretien de découverte que l'on fait avec eux au départ, en essayant de voir ce qu'ils ont fait avant, et quelles sont leurs motivations, effectivement, quels sont leurs points forts, quelles sont leurs zones d'amélioration, il en est qui, de toute évidence, ne reprendront jamais, enfin n'ont pas le profil, et cela il faut essayer de le leur faire comprendre, ce qui n'est pas toujours facile, sans pour autant, je dirais, les dissuader de faire quelque chose. Ils sont dans situation de difficulté, il faut quand même qu'ils puissent rebondir avec un certain espoir. Oui, vas-y. Pour rebondir sur ce que disait Christiane, c'est effectivement très important qu'une personne qui est en position de doute, donc pour laquelle une partie de son univers, soit personnel, soit professionnel, soit malheureusement de temps en temps les deux, et ça va ensemble, se pose des questions. Il est très important qu'elle aille jusqu'au bout de son questionnement, si elle l'a initié elle-même, même si c'est pour se prouver ensuite qu'elle n'est pas capable d'eux. Et j'ai vu énormément de personnes que j'ai envoyées d'ailleurs au CRA en formation, ou qui se sont posées ce type de questions, qui ayant poussé la question jusqu'au bout et se l'étant posée véritablement honnêtement, ont décidé eux-mêmes qu'ils n'étaient pas faits pour ça, ou qu'ils n'étaient pas faits pour la création, ou qu'ils n'étaient pas faits pour plein de choses auxquelles ils rêvaient. Mais du coup, quand on fait cette démarche, et j'ai beaucoup de mes clients qui la font quand ils sont encore en poste, pour savoir s'ils veulent rester ou s'ils veulent partir. Alors c'est un peu compliqué à faire parce que ça demande un peu de questionnement, on travaille tard le soir et le week-end, mais l'idée c'est de se poser la question et d'aller jusqu'au bout du rêve. Et une fois qu'on va jusqu'au bout de cette question, la personne sait réellement entre le rêve et la réalité où elle se trouve, elle fait quelque part un arbitrage, elle le fait tout seul. Je pense que ni Christiane ni moi on est là pour le faire à leur place. Ils le font eux-mêmes en toute honnêteté, et du coup s'ils décident de rester dans le salariat ou de rester dans leur entreprise, ce que j'ai déjà vu arriver plein de fois, ça se passe énormément mieux. Parce qu'ils savent pourquoi ils y sont, ils y savent pourquoi ils n'en sont pas sortis, ils savent exactement quelles sont les nouvelles règles du jeu à prendre en compte. Et en général, ça fait des gens salariés
excessivement performant à la fin. À l'issue de la formation, on a toujours un stagiaire ou deux, quelquefois, qui disent « c'est très bien, ce n'est pas fait pour moi ». Et heureusement qu'ils l'ont dit à ce moment-là. Et dans l'entretien préalable que l'on a, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui se repositionnent en se disant « non, c'est trop tôt, éventuellement, il faut que je mature le projet. Un complément de vie professionnelle. Tout à fait. Il faut que j'apprenne, je sais pas, par exemple, à faire du commercial, ou il faut que j'ai fait du management à plus grande échelle, et je reviendrai vous voir dans 4 ans. Et on en voit qui reviennent quelques années après. Ils ont repris entre-temps une vie professionnelle et ils reviennent au CRA, et à ce moment-là, ils sont mûrs et ils sont prêts à reprendre. L'idée étant qu'ils reprennent dans de bonnes conditions et que ce soit un succès. Et que ça soit de façon sereine, effectivement. Absolument. Parce que sinon, c'est un échec annoncé. Il faut éviter qu'ils n'aillent droit dans le mur, ça c'est clair aussi. Oui, alors donc du coup, ça m'amène à parler de cette partie 3 de votre livre, Mireille, qui s'appelle « Dessiner son rêve ». Donc, dessiner son rêve, c'est... qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on perd un peu, du coup, est-ce qu'on était vraiment dans la réelle politique, on était dans la réalité vraie ? Est-ce que dessiner son rêve, c'est quoi ? C'est condenser quelque chose qui est encore nébuleux à partir de ce bilan, de soi-même qu'on vient de faire ? Non, c'est ça ? C'est encore bien pire que ça. Mon Dieu. En fait, ça consiste, le bilan de soi-même, je le fais surtout pour mes clients qui sont en train de quitter un job, et ça leur permet de se recentrer sur leur individualité, de plus penser à leur boîte, ce qu'elle leur a fait, la personne qui a eu leur peau, enfin tous les trucs habituels qui arrivent dans ce type de situation. D'accord. Donc c'est un centrage sur soi. Et ensuite, le dessine-moi ton rêve, ça consiste à leur poser la question de mais qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient adolescents ? Qu'est-ce qui les faisait rêver ? Qu'est-ce qui les fait ? Mais bien sûr, qu'est-ce qui les fait rêver aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire ? Quelle est la formation qu'ils n'ont pas faite et pourquoi ? À quoi ils rêvent ? Ils se disent oui, mais ça, j'aurais eu envie. Qu'est-ce qui crée une envie ? Et c'est quelque chose qu'en France, on fait assez peu et qui, dans les pays anglo-saxons, est beaucoup plus fréquent. C'est leur donner l'autorisation de rêver complètement sans aucune limite. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est créer. Moi, ce que j'aime, c'est administrer. Moi, ce que j'aime, c'est benchmarker. Moi, ce que j'aime, c'est discuter. Et voir réellement, dans des journées, dans des événements, qu'est-ce qui fait qu'ils pourront dire « j'ai eu une bonne journée, j'ai eu une bonne semaine, j'ai eu une bonne année ». L'idée, c'est s'ils devaient mourir demain, qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient réussi leur vie. Donc, on va chercher véritablement ce rêve ultime et on essaye de le ramener petit à petit à qu'est-ce que ça veut dire dans leur quotidien. Oui, alors il faut quand même être un peu effectivement concret. je sens le directeur on atterrit. Mais d'abord on ouvre. Alors, d'abord on ouvre complètement. Je dirais qu'au CRA, on leur permet de faire ça sur le... on ne rêve pas de la même façon, mais sur la cible qu'ils cherchent, quel type d'entreprise ils cherchent, etc. Là aussi, on a un module de formation. Et à côté de cela, on les accompagne dans le cadre de ce qu'on appelle des groupes de repreneurs, où ils sont plusieurs avec ce même projet de reprise d'entreprise. Et le CRA, donc, leur permet de travailler tous ensemble. Ils se challengent les uns les autres, ils se stimulent, ils partagent. Et petit à petit, ça leur permet de trouver effectivement, réellement, quel est le projet qui va être le leur. Alors, un exemple très terre-à-terre, j'ai eu une dame qui d'ailleurs a repris, qui au départ rêvait d'aller en Provence faire de l'anchoïade ou des choses comme ça, etc. Des petites confitures, comme on disait tout à l'heure. Et puis, elle a cherché pendant un certain temps dans ce domaine-là. Elle n'a vraiment pas trouvé. Finalement, elle a repris une affaire qui est un moyen de faire de la stimulation en entreprise, complètement différent. Oui, absolument. Rien à voir. Rien à voir. Et c'est remarquable. Et elle est très heureuse là-dedans. Ah oui, donc effectivement... Donc on est... il faut que petit à petit, ça mûrisse, que ce soit confronté à la réalité qui n'est pas toujours facile, et qu'après,
eh bien, avec tout l'environnement qu'ils économique, économique et personnel, bien sûr. Et voilà, ils arrivent à déterminer quel est le type de cible. Et puis, il a trouvé aussi, mais ça, c'est un autre problème. Et j'imagine géographique oui, c'est aussi. C'est l'événementiel qu'elle a fait. Oui, voilà. Mais c'est ce que je cherchais, c'est l'événementiel. J'imagine que c'est une petite notion aussi géographique, parce que si on décide de partir en Provence, fabriquer de l'anchoïade, et puis qu'on finit à Paris en train de faire de la stimulation et de l'événement. Ça aussi, le problème géographique est un problème fondamental pour nos repreneurs. Parce que certains disent je veux être, par exemple, à Paris. Or, ils ne trouveront peut-être pas à Paris le type d'entreprise qu'ils recherchent. Hein. Et quand on recherche véritablement une entreprise, il faut être extrêmement ouvert, parce qu'une fois encore, les entreprises, elles sont installées quelquefois au milieu de nulle part, et les plus belles sont souvent au milieu de nulle part. Ouais. Oui, pour rebondir là-dessus, effectivement, mes clients, d'abord on ouvre effectivement pour essayer de retrouver cette envie qui est nécessaire au moment où ils n'ont plus envie de rien, en général, quand ils sortent, ou qu'ils ont peur et qu'ils se retrouvent dans une position où ils cherchent le cocon. Et une fois qu'on a ouvert et qu'on a gagné cette idée d'envie, la deuxième étape très très importante, c'est de faire atterrir le rêve. Et effectivement, quand on fait atterrir le rêve, c'est là où on commence à mettre des contraintes, et c'est là où on peut faire un arbitrage. Mais si on part sur un CV ou sur une expérience professionnelle en disant j'ai fait du management dans tel type de choses, à tel type de fonction, et je veux retrouver, soit en créant une boîte, soit en reprenant une boîte, soit en reprenant un job, la même chose, avec 5% à droite ou 5% à gauche, en aucun cas la personne ne peut retrouver cette notion d'envie, puisque quelque part elle a un sentiment d'échec, et qu'elle va traîner ce sentiment d'échec ailleurs, où elle va amener l'idée que ça sera moins bien que ce qu'elle avait à une époque donnée. Donc on rentre dans un phénomène psychologique dont vous parliez tout à l'heure, qui est excessivement compliqué. Quand on ouvre et qu'on retrouve cette notion d'envie, parce que là, ça peut être de la création d'entreprise, mais aussi de retrouver un poste ou d'en créer un, et qu'on remet la notion de contrainte. La personne a envie et ensuite elle arbitre. C'est elle qui décide pourquoi elle va aller là ou pourquoi elle ne va pas aller là. Et donc, elle part d'une position où, en général, elle a subi un licenciement, que ce soit de son fait ou pas. Mais enfin, si vous partez d'une boîte, c'est qu'en général, ça se passait pas bien, même si c'est vous qui décidez, à quelque chose où elle choisit ses contraintes et où elle décide comment elle va les opérer. Et donc, la réussite professionnelle et les fameux 90 jours dans un poste n'ont absolument rien à voir, une fois qu'on a fait cette analyse, par rapport à je retrouve quelque chose par nécessité. Alors là, petite question, les 90 jours dans un poste, qu'est-ce que c'est ? Les 90 premiers jours, c'est là où tout le monde vous juge, et c'est là où on décide, grosso modo, si vous allez rester ou pas. Ah, c'est on a de la même façon un stage sur les 100 jours. Les 100 premiers jours. Il ne faut pas, c'est comme en politique, il ne faut pas louper les 100 premiers jours dans une entreprise. Est super importante. C'est toujours la même idée. Vous n'avez pas 2 fois l'occasion de faire une première impression. Il ne faut pas louper vos 100 premiers jours. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, revenons un tout petit peu à votre livre, Mireille. Vous mettez l'accent aussi sur les réussites. Dans la partie 5 qui s'appelle « Donner du sens à son parcours », vous mettez beaucoup l'accent sur les réussites, vous donnez des exemples de réussites, si bien que pour votre lecteur, je reviens un peu à ce livre et à son futur lecteur, est-ce que en lui étalant la réussite des autres, vous n'avez pas peur qu'ils se disent « Ouh là là, mais moi, je suis pas comme ça, justement, pour moi rien ne marche ». Ça fait pas un peu peur? Pas du tout, parce qu'on n'a pas envie de remettre le livre là où on l'a pris en se disant non, aïe, aïe. Justement, la beauté de cet exercice que moi je pratique absolument tous les jours avec tous les gens que je rencontre est le suivant. Les gens ont tous une richesse et ça consiste à aller chercher leur richesse à eux. On va prendre un exemple d'entretien d'embauche classique. Vous avez certainement vu des gens qui vous ont raconté un entretien ou vous avez vu des entretiens d'embauche ou réseau. En général, la personne, quel qu'a été son poste dans une entreprise, va commencer à vous raconter dans quelle entreprise elle a travaillé, quel était son titre, éventuellement le chiffre d'affaires de l'entreprise, le nombre de personnes supervisées. Elle va vous expliquer plus ou moins les tâches qu'elle avait à faire et dans le meilleur des cas, elle va vous expliquer ses réussites. Ça sera sur le CV et quand elle va raconter elle-même son parcours, elle va faire ça extraordinairement rapidement et elle va passer au minimum
50% de l'entretien à vous expliquer pourquoi elle a changé de job pour aller du poste A au poste B. J'ai fait le test chaque fois que j'ai recruté. Chaque fois, quel que soit le poste, j'ai eu ça comme résultat. D'accord. La problématique de quelqu'un qui se présente comme ça, c'est qu'elle vous explique ses échecs. Et elle vous explique ses échecs parce que c'est là où elle se sent pas à l'aise et elle a besoin que vous les validiez. La méthode des réussites dont vous parlez, ça consiste à dire à quelqu'un qui est en face de vous, enfin en l'occurrence à mes candidats, vous n'allez absolument pas me dire pourquoi vous êtes passé d'une entreprise à l'autre. C'est votre problème, ça ne m'intéresse pas a priori. Et si ça m'intéresse, je vous poserai la question. Vous n'allez pas me dire les tâches que vous avez faites dans une entreprise. Parce que pour un repositionnement de milieu de carrière, si vous avez fait un truc et que vous n'avez pas envie de le refaire et que vous me le marquez, je vais vous choisir pour ce que vous avez fait. Donc c'est pas intéressant non plus. Oui. Donc vous allez travailler sur ce qui vous a plu dans vos jobs et ce que vous avez envie de refaire. Alors ça ne veut pas dire que le CV va être un CV de mensonge, ça veut dire que ça va être un CV de choix, où on va parler des différentes tâches, mais où on va mettre l'accent sur ce qu'on a particulièrement aimé et ce qu'on veut refaire dans le futur. Donc on oriente le CV dans une troisième dimension, qui est autre que j'avais tel job dans telle entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, pour être crédible sur le choix de l'orientation qu'on a donné au CV, il va falloir qu'on explique ce qu'on a réussi et pourquoi on est crédible pour le refaire à nouveau. Et c'est là que les réussites prennent toute leur importance. On retrouve la même notion à travers ce que l'on fait faire à nos repreneurs au CRA. On leur fait mettre une annonce sur notre site, annonce qui est visible à l'extérieur. Et on leur dit, dans cette annonce, si c'est pour dire « je veux reprendre une belle affaire dans une niche rentable », etc., c'est pas la peine, ça n'intéresse personne, tout le monde le veut. En revanche, si dans cette annonce, vous arrivez à mettre quelques mots discriminants sur vraiment ce que vous avez envie de faire, quitte à ce que ce soit 2 ou 3 notions totalement différentes, mais pourquoi pas en disant premièrement ceci, deuxièmement cela. Cette annonce, elle sera vue de l'extérieur et elle peut être vue par quelqu'un qui veut céder une entreprise et qui tout d'un coup tombe sur cette annonce. Donc ça l'oblige à faire un effort de sortir, je dirais, des sentiers battus. C'est la clé. Et deuxièmement, il y a une deuxième rubrique que l'on demande à nos repreneurs de remplir, c'est quelles sont leurs zones de compétences. Et une fois encore là, on leur dit, le but c'est pas de mettre que vous avez été DG, PDG, etc. Ce sont des titres. Ce sont des titres. C'est qu'est-ce que vous savez bien faire. Vous avez managé, par exemple, des équipes. Vous avez managé une chaîne de production. Vous savez manager des équipes à 30 personnes, mais vous en avez managé à 300 aussi. Bon. Et ainsi de suite, véritablement, qu'est-ce que vous savez faire et quelles sont les compétences que vous allez pouvoir réutiliser dans cette future entreprise que vous allez reprendre et dont vous rêvez. Eh bien alors, petite pause musicale pour illustrer vos propos, mesdames. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou.
Alors, le travail, c'est la santé. Nous étions donc en pleine discussion à propos de cela. Je voudrais, avant de terminer, que nous parlions un petit peu des réseaux, parce que c'est un chapitre assez important dans votre livre, Mireille. Et puis, tout le monde parle de réseaux, les réseaux sociaux, les réseaux de relations professionnelles, etc. J'aimerais que vous nous donniez une petite évaluation concrète. Vous parlez aussi dans votre livre de réseau, donc c'est si utile que ça de se faire son réseau, de développer son réseau. Pour les gens en début de carrière, je dirais ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils sont à fond dans leur société, ils sont en train d'apprendre un métier, ils sont en train de gagner en compétences et vu les heures de travail qu'en général ils passent au bureau, ça leur est très difficile. Ils ont leur réseau d'école, leur réseau d'amis d'enfance et ça s'arrête là. Pour une deuxième partie de carrière à partir de 35-40 ans, quel que soit le poste dans lequel vous êtes, que ce soit un poste à l'intérieur d'une entreprise comme salarié, que ce soit une création ou une reprise d'entreprise, vous allez être de toute façon évalué ou votre capacité à réussir à vous créer votre job ou à reprendre votre entreprise va dépendre exclusivement de votre capacité à convaincre les autres et à vous lier avec les autres. C'est-à-dire qu'à partir de 45 ans, soit vous êtes commercial, soit vous n'avez rien. Et c'est quelque chose qu'en France, on n'apprend pas. Et je vois beaucoup de mes clients qui sont des professions extrêmement techniques, comme l'expertise comptable, les directions financières, les juristes, les avocats, etc., qui se disent que jusque-là, ils ont été portés par leur technicité et donc qui s'attendent à ce qu'on leur demande la même chose. Et puis tout d'un coup, il y a un couperet qui tombe et on leur dit « Mais monsieur, à partir de tel âge et à partir de tel salaire, mais même des ingénieurs, des ingénieurs conseils, des ingénieurs méthodes, on leur dit « Monsieur, maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous alliez chercher du job. » que vous nous rendiez rentable et que quelque part, que vous rentabilisiez votre salaire. Donc, oui, je m'inscris quand même en bien faux. sûr. On a quelques anciens directeurs financiers, et j'ai encore un exemple récent, qui ont réussi à reprendre une entreprise, à la développer, parce qu'ils avaient quand même au fond d'eux-mêmes, quelque part, cette fibre commerciale qu'ils n'avaient pas eu le temps d'exprimer. Je ne dis pas que le fait de l'avoir ou pas est lié à un métier. Je dis que même dans les métiers techniques, il faut l'avoir parce qu'au bout d'un moment, c'est plus un plafond de verre, c'est une chute. Oui. Et donc, du coup, cette capacité à faire du réseau dont tout le monde a extrêmement peur, parce que quand on dit réseau, tout le monde pense commercial, et c'est vrai quand même quelque part. On imagine le mauvais film des années 50 avec le monsieur dans la porte de la ménagère et son aspirateur. Et en fait, il faut prendre plutôt ça comme la capacité de s'auto-prescrire sans faire justement cet acte de vente, ou la capacité d'être prescrit par quelqu'un d'autre. Et quand vous expliquez ça, ça devient beaucoup plus facile pour la personne en face de vous d'entendre ce que vous avez à dire quand vous parlez de réseau. D'accord. Donc, pour reprendre une entreprise, il faut non seulement arriver avec une compétence, mais aussi avec un carnet d'adresses. Oui, et encore, ça se crée et on les aide en la matière. Je vous ai parlé tout à l'heure des groupes de repreneurs que constituait le CRA. C'est un excellent moyen de se créer des réseaux. Le CRA met aussi à disposition des repreneurs des réseaux d'experts comptables, d'avocats, etc., qui les aident dans la dernière partie de leur reprise à formaliser leur opération. Hein. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être chef d'entreprise sans avoir de réseau. Oui. Ah. Y compris pour le financement, je suppose. Parce alors, que pour le financement... Le fameux tour de table... oui, alors pour le financement, nous proposons aussi, nous avons quelques partenariats spécifiques avec certaines banques et le CRA propose au repreneur qui est en train de conclure, je dirais des portes d'entrée, parce que tout le problème du financement, c'est de taper à la bonne porte dans une banque donnée. Hein. Et donc, nous demandons à nos partenaires, pour tel ou tel repreneur, de nous dire
à quel interlocuteur il doit s'adresser pour présenter son dossier. Après, il n'est pas question d'influer sur la décision de la banque. Bien sûr, mais simplement de donner au repreneur la bonne porte, et ça fait partie du réseau. Voire de lui recommander, et on en a quelques-uns, des partenaires qui sont des personnes physiques, qui ont vendu des entreprises et qui ont besoin pour des raisons fiscales de réemployer leurs fonds comme capital dans des nouvelles sociétés. D'accord. Donc ça leur permet d'intervenir à côté de nos repreneurs et de faciliter le financement. Ça, c'est extrêmement important. Eh bien, il me reste malheureusement très peu de temps. Je voudrais juste poser une petite question un peu technique, Mireille, parce que vous achevez votre livre par deux sous-chapitres. Le premier, c'est le principe de synchronicité. Alors, qu'est-ce que c'est le principe de synchronicité? C'est de savoir tout faire en même temps, d'être Shiva avec 25 C'est un principe jungien, donc de psychanalyse, qui consiste à dire, mais ça peut se traduire de façon différente, sans référence à la psychanalyse, ça consiste à dire qu'à partir du moment où vous œuvrez dans une certaine direction pour un objectif, et que vous avez ça en tête de façon à peu près permanente quand vous vous repositionnez, vous avez un focus sur cet objectif et vous avez l'impression, vous triez automatiquement les informations et vous avez l'impression qu'à un moment donné, tout, entre guillemets, l'univers vient vous aider pour aller dans cette direction-là, parce que tout d'un coup, vous voyez des portes, des fenêtres d'opportunité. C'est ça le principe de synchronicité. Et au bout d'un moment, ça devient automatique. D'accord. Et puis, alors, dernière et ultime chose, donner une chance à la chance, c'est pas un peu... C'est tout simplement le principe d'HEC, ça consiste à dire apprendre à oser. Ah, apprendre à oser. Effectivement. Je dis toujours à mes clients, quand ils trouvent quelque chose de difficile, d'abord, vous faites le premier pas, et si vous ratez, vous recommencez. Bien. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux de ce dialogue à trois, ce trilogue que nous avons fait. Je rappelle, Mireille Garola, que vous sortez au mois de février aux éditions Erol, un livre qui s'intitule « Changer de vie, entre parenthèses, professionnelle en milieu de carrière ». Merci beaucoup. Merci à l'excellent Arnaud à la technique et à bientôt. It's been a